Je veux dire que c'était pas une idée personnelle. Il m'a été demandé en fait, parce que il y avait un certain vide. Il y a des bouquins sur tous les aspects possibles de la kinésithérapie, mais éparpillés chacun dans son domaine évidemment. Il n'y avait pas vraiment de livre autrement que des listings. Ça existe où il y a toutes les pathologies qui sont nommées, qui sont évoquées. Mais alors toutes les pathologies, il y en a à n'en plus finir, et ça faisait plus annuaire téléphonique, si vous voulez, et peut-être pas assez approfondi. Et là, nous avons choisi, donc, pour répondre à cette demande, de sélectionner des pathologies rencontrées ou couramment, ou au contraire, rarement, bien sûr, mais dont on peut développer l'aspect kinésithérapique. Donc voilà, il y a une sélection de fait par rapport à une demande qui émane des éditions Elsevier-Malleson. Alors, je dirais peut-être en premier au professionnel quand même, parce qu'on peut être un bon professionnel dans son domaine, on peut être excellent en traumatologie et ne pas connaître grand-chose au pied-beau de l'enfant, ou être très bon en rhumatologie et ne pas connaître les plagiocéphalies. On a forcément des manques. Il y a des pathologies rares, on se demande qu'est-ce que c'est, et on n'a pas un savoir encyclopédique. Donc, il faut avoir quand même un guide qui permette de cibler les gros points essentiels, avec une application kinésithérapique, une bibliographie qui permet au lecteur de se reporter à des ouvrages de référence. C'est ça, en fin de compte, l'objectif du livre, hein. On a vraiment voulu quelque chose de pratique qui réponde à la demande des professionnels. Alors évidemment, très près des professionnels, il y a les étudiants en fin d'études, qui n'ont pas toujours vu, évidemment, toutes les pathologies. Ils s'en sont loin, c'est normal. Et donc, voilà, ça leur permet de savoir un peu cibler. C'est pas un ensemble de recettes, hein. Ce ne sont pas des recettes. Ce sont des approfondissements sur tous les aspects qu'on peut rencontrer en kinésithérapie, des plus fréquents aux plus rares, et en laissant l'ouverture possible d'aller se renseigner avec justement les références qui sont données. Évidemment, je m'intéresse beaucoup à la kinésithérapie, ça me passionne, mais je suis loin d'être, bien sûr, personne ne peut être universel. Donc, compte tenu des pathologies et de leur diversité et de l'aspect pointu de certaines, il a fallu faire appel à des auteurs qui sont connus, réputés dans leur domaine. Donc, il a fallu faire un choix, ça n'a pas été facile. On a à peu près, pressenti une centaine d'auteurs. Là-dessus, certains n'avaient pas le temps, ne pouvaient pas ou n'étaient pas sûrs. Donc, au total, on a gardé 65 auteurs différents, chacun très spécialiste dans leur domaine et qui pouvait nous dire, voilà, dans mon domaine, j'estime qu'il faut parler de ça, il faut parler de ceci, et je vais vous donner les grandes lignes. Et donc, on a rassemblé ça. Alors après, il a fallu faire un travail de synthèse pour harmoniser tous ces discours. Et ça a été notre travail, si vous voulez, plus les quelques fiches qu'on a rédigées nous-mêmes. Il y a d'excellents collègues, par exemple, la traumatologie de la main à Marseille. Et voilà, il faut faire appel aux gens qui sont spécialisés, qui ont vraiment un savoir qu'ils peuvent enseigner aux néophytes. Et donc, on a tapé tous azimuts, hein. Je n'ai pas fait de repérage géographique, mais c'est sûr qu'il y en a un peu partout. La table des matières, si vous voulez, elle est quand même assez vaste. 350 pathologies, ça fait assez lourd. Et un seul auteur, même en neurologie centrale, ne peut pas tout faire. Jean-Pierre Bleton nous a fait quelque chose dans son domaine où il est très pointu. Et puis, d'autres ont fait autre chose. L'hémiplégie, oui, par exemple, hein, c'est connu, l'hémiplégie, tout le monde en a vu, mais c'est bon peut-être de pouvoir souligner les caractéristiques de l'épidémiologie entre les origines d'infarctus cérébral qui sont les plus fréquentes, mais aussi les hémorragies cérébrales moins fréquentes, et pourquoi ça se produit, voilà, pourquoi il y a des troubles en rapport avec tel ou tel terrain d'alcoolisme, de tabagisme, d'anévrisme, ou de choses comme ça. Et vous le voyez, donc la fiche, elle a un aspect qui est absolu. Toutes les fiches sont systématiquement reproduites sur le même modèle. On trouve toujours le groupement, évidemment, de savoir la pathologie à laquelle on s'adresse, le type de pathologie. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une pathologie centrale d'origine vasculaire, qu'elle soit ischémique ou neurologique. L'épidémiologie, on vient de le dire. Les grands signes cliniques, selon le stade ou les premiers signes, c'est intéressant de se les rappeler, de se les remémorer, si vous voulez, hein. Selon les pathologies, il y a des aspects en rapport avec la physiologie, la physiopathologie, voire la biomécanique, en traumato ou en orthopédie. Là-dessus, il faut savoir ce qu'en pense le médecin, la vue du médecin. Donc, il y a un diagnostic médical qui est évoqué, qui reprend parfois
les signes cliniques qui ont été évoqués plus tôt, mais il faut le dire. Il y a une imagerie, quand elle est là, eh bien, il faut la mentionner. Il faut dire ce qu'on retrouve dans la prise en charge médicale ou chirurgicale, ou les autres praticiens, qui peuvent être des podologues ou des ergothérapeutes ou des psychomotriciens. Et ensuite, bien sûr, ce qui nous est plus personnel, c'est le diagnostic kinésithérapique, dans les règles qui sont préconisées par l'HAS, les déficiences, les limitations d'activité et la réduction de participation sociale, comme on dit, donc connaître ses en-têtes, et puis alors après développer un peu le traitement kinésithérapique. Je dis un peu parce qu'on ne peut pas tout dire et tout faire, c'est bien évident, mais il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à, je ne sais pas quoi, il n'y a qu'à enlever la spasticité, il n'y a qu'à refaire marcher. C'est pas il y a qu'à. Il y a quand même un ensemble de techniques, de pratiques qui sont soulignées à chaque fois dans chaque fiche. À partir de là, évidemment, on est content de savoir quelle est l'évolution probable de telle ou telle affection en fonction de sa gravité éventuelle, de connaître éventuellement les préventions qui auraient été utiles à connaître avant, conclure sur ce que c'est une pathologie qui est profondément délétère et sans grand espoir de récupération, ou au contraire une pathologie favorable qui se prête à une récupération complète. Et enfin, ce qu'on attend évidemment, c'est une bibliographie récente, assez complète, qui permette au lecteur de se reporter à des ouvrages spécialisés, voire à des liens sur Internet qui permettent de se reporter là aussi sur des commentaires récents, en l'occurrence sur les AVC. Donc voilà, une fiche, c'est un ensemble, c'est pas une encyclopédie, on n'est pas entré dans la totalité des aspects, on est obligé de serrer l'essentiel, mais c'est peut-être ça souvent dont on a besoin pour se mettre le pied à l'étrier, pour savoir éventuellement comment approfondir le cas échéant. Oui, bien sûr, mais ce sont des illustrations. Un annuaire de téléphone, c'est austère, si vous voulez. Et il ne faut pas que ça ressemble. On a été un petit peu en but à ça. On ne voulait pas se diluer dans des phrases, des colonnes, des tableaux. C'est indigeste. Donc, il a fallu un peu l'aérer, non seulement par cette systématisation récurrente, mais également par parfois, quand c'est possible, une illustration, en espérant qu'elle soit révélatrice de la pathologie. C'est peut-être une pathologie qui maintenant est moins fréquente, mais elle existe encore. Et puis, ça fait partie des grands classiques qui ont permis de construire les testings musculaires pour les kinésithérapeutes. Donc, il est bon quand même de savoir ce que c'est, comment ça se traite et les différentes phases. Mais il y a bien sûr, vous mentionnez les 16 chapitres. Dans les 16 chapitres, il y a des pathologies que moi-même, j'ai découvert, je ne connais pas, que j'ai jamais vues. Et donc, ça, il faut pouvoir justement être au contact. Donc là, la polio est un exemple. En essayant de spécifié. Vous voyez par exemple la NCB, qui est connue, la névralgie sacro-brachiale, qui est en fait une radiculalgie et non pas une névralgie. Donc il y a comme parfois des petites remises au point pour bien situer la pathologie dans son contexte, dans ce qu'elle représente sur le plan anapath. Alors, le plus beau virus équin, c'est bien sûr tout le monde connaît, mais tout le monde on n'a pas pratiqué, si vous voulez. Donc, quand on se trouve confronté à cette pathologie, il est bon de voir à quoi ça ressemble. On a une image qui est merveilleuse, qui est due à notre ami Politzer, Samuel Politzer. Voilà, il faut se pénétrer cette pathologie, voir les points forts, les tests, ce que soulignent les différents protocoles, et éventuellement aller se former, parce que ça demande quand même une pratique qu'on n'a pas dans la pratique quotidienne courante, si vous voulez. J'ai des collègues très, très compétents dans leur domaine qui me disent, moi je suis à l'hôpital en réanimation, les lombalgies, j'en ai jamais vu depuis que je suis étudiant. Et pourtant, le libéral vous dira l'inverse. Il vous dira que lombalgie, il en voit tout le temps, et là, ce qu'on fait en réanimation, mais il ne sait pas du tout, ni les appareils. Donc il s'agit de bien donner les éléments pour, je disais tout à l'heure, mettre le pied à l'étrier, avoir tous les arguments qui portent. Et là, en l'occurrence, on a effectivement pour le PBVE, qui est une pathologie connue, mais pas forcément. Il n'y a pas que ça. Les plagiocéphalies sont beaucoup moins connues, évidemment, et plus rares peut-être en kinésithérapie. Mais voilà, il y a une fiche qui est consacrée à elle. Et on voit au passage qu'il y a d'autres aspects que l'on peut rencontrer, encore une fois, qui sont dans la pratique. Vous voyez les atteintes du plexus brachial à l'accouchement, à la naissance. Voilà, ça fait partie des choses qu'on connaît de nom. On ne sait pas toujours exactement autour de quoi ça tourne de façon plus précise. Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On ne soigne pas des robots. C'est très joli d'avoir des protocoles de ceci, de cela. Et des fois, on se rend compte que le patient, sous-jacent, même si ce n'est pas la cause de sa pathologie, il y a parfois un terrain qui demande
je dirais, de faire montre de psychologie. Il ne s'agit pas de se transformer en psychologue, de faire de la psychothérapie sauvage. Il faut laisser ça aux spécialistes. Mais on a besoin de savoir gérer. Alors, les choses banales aussi. Le stress, mais tout le monde est stressé dans la vie moderne. Depuis l'étudiant avec ses examens, ses évaluations, le permis de conduire, un entretien d'embauche, des trucs extrêmement courants et contre lesquels on a l'impression qu'on est désarmé. Ah ben c'est la vie, c'est le stress. Non, on peut parfaitement en tant que kinésithérapeute, savoir quelles sont les pratiques qui permettent à quelqu'un de s'éduquer, de s'armer pour mieux répondre aux agressions de la vie de tous les jours. Et le kinésithérapeute, en tant que tel, je précise bien, en tant que tel, peut parfaitement être efficace. L'arthrose, tout le monde, bien sûr, on a eu entre les mains des patients atteints d'arthrose, c'est évident. Mais il ne suffit pas de dire, l'arthrose de la main, il n'y a qu'à prendre une boule de mastic, et puis voilà, et puis musclez-vous, assouplissez-vous, c'est un peu simple. Et donc l'arthrose, ça suppose d'avoir une bonne connaissance de ce que c'est, des déformations qu'on rencontre, et des tableaux cliniques en fonction de leur gravité, et puis de savoir, ma foi, comment ça se traite. Il y a des techniques massothérapiques, il y a des techniques de mobilisation qui doivent être vraiment adaptées à chaque articulation de la main. Il y a des orthèses qui nécessitent une connaissance pratique, même si c'est des choses toutes simples, il faut savoir les utiliser. Et éventuellement l'ergothérapie quand on aborde ce sujet-là. Donc même des sujets dont l'apparence est assez banale méritent d'être soulignés pour certains de ces aspects. Et puis vous avez souligné la rhumatologie parce que bien sûr on s'y attend et on n'en parlera pas, mais en oncologie il y a aussi des choses. En soins palliatifs, le kinésithérapeute a aussi un rôle. Vous voyez. Donc ces 16 chapitres essaient de couvrir l'étendue dans lesquelles le contact corporel, le toucher, représente quelque chose d'important. Parfois, le toucher va même au-delà de l'attendue strictement technique contre lesquelles on est désarmé. En fin de vie, on sait très bien que le type va mourir. Le problème, c'est qu'il pourra le faire avec le maximum de chances, de respect, d'accompagnement, etc. Et c'est pas simplement réservé, je disais, au personnel soignant qui est en première ligne. L'infirmière, évidemment, le psychologue, oui, mais aussi, donc, encore une fois, le kinésithérapeute. L'affiche, on l'a choisie parce qu'effectivement, il fallait faire un choix. On ne va pas traiter toutes les fractures ou luxations ou désharmonisations. Parce qu'évidemment, il y a des fractures très simples, style la fracture de clavicule. Il faut quand même savoir à peu près les grandes lignes, si on les a oubliées. Apprendre ça dans les études, n'en avoir jamais vu pendant 2 ans ou plus, et du coup, ne plus trop se rappeler qu'est-ce qui se fait. Voilà. Les fractures mandibulaires, leur particularité, c'est qu'on n'en a pas tous les jours quand même, quand on ne travaille pas dans un service de maxillofacial. Et donc, il est bon de dire que oui, là aussi, il faut savoir comment on aborde la face, le visage, comment on réentraîne les muscles masticateurs, comment on partage l'efficacité d'un soin avec quelqu'un qui fait de l'orthophonie, par exemple, ou qui s'occupe du problème dentaire. Donc, c'est aussi, en évoquant le travail d'équipe qu'il y a autour de chaque pathologie et qui, selon les pathologies, peut être plus ou moins conséquent. Donc, on souligne les principaux aspects. Comment on prend en charge ces gens-là? On peut savoir traiter une fracture de pouce au col et ne pas savoir comment traiter une fracture mandibulaire. On a le droit de consulter un bouquin vite fait. Et puis, ça remet les pendules à l'heure. Il ne s'agit pas de partir dans une hyper spécialisation. Ah, on est obligé. On est obligé. Alors souvent on est déconcerté parce que c'est trois petites rubriques déficience, liaison, ça semble un peu théorique ça, mais on est obligé de maintenant, vous savez, la traçabilité, ça devient, si vous ne faites pas ça, on peut vous accuser de n'importe quoi. Donc, il faut absolument identifier chacun de ces 3 aspects pour des raisons légales. On est obligé. Bien sûr, ça ne contredit pas, au contraire, la recherche des signes cliniques, par ailleurs, qui nous sont communs avec le médecin, d'ailleurs, la plupart du temps. C'est le point de départ qui permet ensuite de décider de la conduite à tenir dans le traitement. Et selon la prise en charge, bien sûr, il y a à J0, à J15 ou à la période spastique ou à la période flasque, en fonction de la pathologie, il y a des périodes et il faut connaître effectivement le découpage théorique de la pathologie pour situer le patient.